Mon téléphone ne pleure, non, ne raccroche pas. À l'écouteur, les mots se meurent. À l'écouteur, c'est Nicolas Sarkozy qui est encore dans la sauce. Et oui, pour une affaire cette fois-ci de sondage à l'Élysée. Alors, c'est pas les écoutes de Paul Bismuth, hein, mais ça va donner quelque chose de formidable. Puisque le procès s'ouvre aujourd'hui. Alors je ne sais pas si le son est bon. J'ai une connexion extrêmement mauvaise de là où je suis, ce qui n'est pas super génial. Alors son, image, ok, super. Hop, attendez, hop, salut. Salut tout le monde. Il est 9h moins 5 et on est en ligne, c'est formidable. Alors vous allez me dire, cette revue de presse, elle est extraordinaire. C'est tous les matins à 9h, c'est la revue de presse du monde moderne. Ça commence presque à 9h. N'hésitez pas à partager, bien sûr, hein, le lien de cette revue de presse avec tout le monde, à dire qu'elle est formidable. On est chaque jour plus nombreux, je vous remercie. Chaque jour de nouveaux abonnés également, merci beaucoup. L'idée étant, vous le savez maintenant, de décrypter la presse mainstream, comme on dit, et ce qu'elle raconte. Et puis, on va aussi sans doute parler de la presse non mainstream, parce que c'est vrai, quelqu'un me disait sur Twitter, je crois, que ça suffit de relayer la propagande officielle, il faut aussi parler de la presse indépendante, la presse alternative, si on veut éviter une campagne terrible. Et c'est vrai, c'est ce qui se profile à l'horizon, une campagne présidentielle entre censure d'un côté, propagande de l'autre, et les deux au milieu. Alors c'est vrai, hein, je lisais, vous allez voir, on va en parler, mais le pari de Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting à Reims ce week-end, c'est de faire voter les jeunes et les abstentionnistes. Aujourd'hui, les jeunes, si on en croit les sondages, bah, ils aiment bien Macron parce qu'il a fait du foot, parce qu'il est avec My Fly Carito, parce que voilà, c'est le président des jeunes. Alors que les jeunes, quand tu es jeune et que tu commences à t'intéresser à la politique, tu te rends compte que non, Macron, il aime bien que tu sois livreur Deliveroo et que tu fasses la queue pour aller te nourrir à une banque alimentaire. C'est un peu plus compliqué, sauf si tu es jeune avec Macron, où là, ton papa et ta maman, généralement, te filent 1000 balles d'argent de poche chaque mois. Mais ça, c'est un autre monde, hein, c'est pas le monde. Hier, par exemple, tiens, tenez, c'est quand même phénoménal, c'était la journée internationale du refus de la misère, une journée où on essaye de dire que oui, dans le monde, quand même, le minimal, enfin la misère, c'est à 1,90 $ par jour, là, t'es quand même pas bien doté. Et en France, il y a 10 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors en France, le seuil de pauvreté est bien plus qu'un 1,90 $ par jour, mais quand même, ça fait des gens qui ont du mal à vivre, à se loger, à se nourrir, avec des enfants parfois mal nourris, qui ont un difficile accès à l'éducation, évidemment, vu qu'ils n'ont pas vraiment les atouts qu'il faut pour commencer dans la vie. Et figurez-vous qu'hier, eh bien, le président de la République n'a eu aucun message. Rien, que dalle. Chi, zilch. Alors, il y a eu le préfet allemand qui a déposé une gerbe. Alors, ça a fait gerber tout le monde. Oh, c'est l'Allemand, il dépose une gerbe. Mais c'était pour le massacre des Algériens. Alors, tout le monde dit bien, bien, c'est mémoriel, mais ça rattrapera pas la violence de ce quinquennat, de faire croire que l'État français tue. D'ailleurs, il a juste dit Maurice Papon, mais pas les donneurs d'ordre, ni le fait que l'État faisait ça. Et donc, voilà, c'est silence sur la misère. J'ai, si vous l'avez pas lu sur Le Monde Moderne, écrit un billet parce que j'ai été écœuré en fait de voir notre Prési-Roi qui célébrait sa victoire au foot, hein, le soir même à l'Élysée avec tous ses copains, alors que dans le même temps, bah, des gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est une France des invisibles, c'est-à-dire que pour ces bourgeois, la pauvreté, la misère n'existe pas. C'est un concept. C'est pas un truc qu'ils ont vécu. C'est pas un truc qui sert à quelque chose. Et justement, hier, TD Carmonde et d'autres associations donnaient la parole aux gens qui ont connu des situations de grande détresse sociale, de misère, et qui s'en sont sortis, mais qui expliquent ce que c'est que la misère. C'est quand tu peux pas manger. C'est quand tu te rends compte que tu es dans un trou total et que personne va t'aider. Et c'est une spirale qui commence par des démarches en fait de précarisation. Et que fait le gouvernement depuis que Macron est en place? Eh bien, c'est avancer les lois de caste sociale pour accélérer la précarisation d'un certain nombre de citoyens français. Donc voilà, bonjour à tous. Merci d'être là, nombreux, fidèles au rendez-vous de la revue de presse du monde moderne. Merci pour Drindrin, 9 Drindrin, qui a offert des abonnements à notre communauté. Vous êtes 114 abonnés maintenant. N'hésitez pas à vous abonner via Prime ou autre sur Twitch, à nous suivre bien sûr sur tous les réseaux sociaux, à partager cette revue de presse comme je le disais tout à l'heure, parce que
elle est particulière, hein, cette revue de presse. On arrive à dire des choses, à se faire du bien, à rigoler, même si les nouvelles sont terribles, vous allez voir ce matin. Donc voilà, je voulais faire mon ouverture sur la journée de la misère qui était hier parce que pas un mot du président Macron, ça en dit long sur la vision du monde qu'ont ces gens. Voilà, pour eux, la misère n'existe pas. C'est un concept. Ou alors c'est loin dans le monde, il y a toujours un plus miséreux qu'un miséreux français, mais peu importe. Or la misère, depuis le discours de Victor Hugo, ben, elle est toujours là, et il concluait son discours en disant « Tant qu'il y aura des mendiants à la porte des palais, vous n'aurez rien fait ». Vous n'aurez rien fait, eh bien on peut maintenant dire qu'ils n'ont rien fait. Même pire, ils ont fait le choix de la pauvreté dans leur politique sociale, avec la politique du guichet, avec la façon dont c'est de plus en plus difficile finalement de vivre décemment, même quand on est avec un emploi. Merci Chuck971 qui a téléchargé Twitch uniquement pour la revue de presse. Bah voilà, parce que là on peut la voir en live, sinon elle est en différé bien sûr sur les autres réseaux sociaux. Il suffit de traverser la rue. Alors oui, il y en a qui traversent la rue facilement, hein. Une fois que tu as fait l'ENA, c'est facile de traverser la rue, de passer dans le privé, de revenir dans le public, de hop, hop, un petit coup à Matignon, hop, un petit coup au comité. Rendez-vous compte, Jean Castex, notre Jeannot national, avant d'être appelé à la fonction de Premier ministre, il pantouflait Pépouf à la commission Jeux Olympiques 2024. Voilà. Parce qu'il était très diplomate, nous disait-on. Et ben voilà. Et puis, non, mais on apprend aussi le salaire de certains conseillers à Matignon, qui a été sous Édouard Philippe notamment, qui avait recruté des mecs de lobbying. Et les mecs disent « Je veux bien venir, mais je veux pas perdre en salaire ». Donc ils trouvent des magouilles pour les augmenter jusqu'à 15 000 € par mois, pour que les gars continuent d'avoir leur argent de poche, hein, pour s'amuser, pour s'acheter des costards cintrés, enfin, je sais pas, pour se faire cirer les pompes. Bref, voilà. Mais pour eux, la misère, ça n'existe pas. Or, pour nous, elle existe, elle est réelle, et malheureusement, elle n'est pas prête d'être éradiquée quand on voit la désinvolture avec laquelle nos élites passent leur temps à parler de données, d'économie de la connaissance, de data, etc. Mais non, mais ça c'est pas ça. Ça, on s'en fout un peu. Salut tout le monde. Alors, on commence quand même un peu cette revue de presse. Je vous le disais, c'est sale temps encore pour la Sarkozy, puisque encore un procès, cette fois-ci, c'est celui des écoutes, hein. Oh, regardez, vous les reconnaissez, ils sont mignons comme tout, c'est Claude Guéant et Patrick Bisson. Patrick Bisson, c'était le copain d'extrême droite de Nicolas Sarkozy, avant que Éric Zemmour soit le copain d'extrême droite de tout le monde. Il était à l'Élysée, il conseillait Sarkozy sur l'identité nationale, il lui disait « Écoute, faut la droite décomplexée, écoute Nico, vas-y, tu peux être facho, les Français adorent ça, hein. La France est à droite, c'est faux. Les Français sont tous des racistes, c'est faux. Vas-y, tape sur les bougnoules et les Arabes, les Français adorent ça, c'est faux. » Et voilà. Et ces mecs-là, figurez-vous qu'ils ont passé un contrat où Patrick Bisson avait récupéré je ne sais pas combien de brousoufs pour faire des sondages. Et c'est dans Libération. Ce jour-ci, ils en font un gros dossier. Qu'est-ce que c'est que cette affaire des sondages ? Je vous en parle. Hop. Bon, après, vous allez voir, Libé a peur parce que les gens commencent à se dire « Ouh, l'Europe, c'est quand même un peu... Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'Europe aussi, j'ai quelque chose à vous sortir ce matin, vous allez vous dire, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Voilà, le procès d'une présidence en quête d'opinion. 5 anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy sont jugés en correctionnel. Alors lui, il est protégé, hein, il a le pins d'immunité, hein, c'est génial, c'est l'article 67. C'est mieux que le collier d'immunité de Koh-Lanta. Nicolas, avez-vous un collier sur vous ? Bon, moi j'ai le pins, hein. J'étais président, moi, donc j'ai pas besoin de venir au procès, déjà. Ah, la sentence est irrévocable, mais du coup, il fait pas le conseil, hein, de Koh-Lanta. Il est totalement exempt de tout ça, grâce à son pins d'immunité, hein, vous savez, ce petit pins qui est celui de commandeur de la Légion d'honneur, ou je sais pas quoi, enfin, président, hein. Une fois que tu as ça, en gros, t'es peinard, tu vas pas en tôle, hein, que ce soit Chirac, la mairie de Paris, tout ça, il n'était pas président, mais une fois président, c'est encore pire, on ne touche pas. Et là, Nicolas, il a 15 procès au cul, notamment... l'affaire du financement libyen de sa campagne, qui n'a pas encore vraiment commencé. On en parle d'ailleurs, moment autopromo, le vendredi et samedi de cette semaine, 22 octobre, 23 octobre, au Théâtre Studio à Alfortville, à côté de Paris, à 20h30, l'homme qui tua Muammar Kadhafi pour
parler, je serai sur scène avec Superama pour vous expliquer ce qu'est cette affaire du financement libyen, et puis pour expliquer aussi ce qu'était la Libye de Mouammar Kadhafi et pourquoi on en est là aujourd'hui. N'hésitez pas, vous pouvez trouver les places sur le site du Théâtre Studio. Je sais qu'il y a le pass sanitaire, j'en suis désolé, j'y peux rien. Nous, on joue malgré ces restrictions de liberté, parce qu'il faut jouer, il faut continuer. Et puis malheureusement, j'ai pas les moyens d'Ayam ou d'Akhenaton pour payer les tests sanitaires à tout le monde. Mais voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et donc, pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, revenons à cette affaire des sondages, en l'occurrence. Donc, en fait, 10 millions d'euros dans la poche de Buisson, à peu près, favoritisme, évidemment, et tout ça, le président qui échappe personnellement et constitutionnellement aux poursuites pénales, puisque son immunité lui vaut le droit de dire « je viens pas, moi, non, je passe mon tour cette fois, merci, je vous regarde ». Voilà, l'idée, en fait, Guéant, qui était couteau suisse de la Sarkozy, poursuit son chemin de croix judiciaire. Alors lui, ils ont chargé la bête, hein. Ils ont dit « écoute Claude, c'est toi qui vas prendre, hein, on sera gentil avec tes enfants quand tu seras en prison, tout ça ». C'est vraiment les affranchis, hein, le truc, tu te dis putain. Il a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Il a été mis en examen dans le dossier libyen. Je vous en parlais, on en parle sur scène, évidemment, ce vendredi et ce samedi. Mais il ne cache plus sa lassitude vis-à-vis de l'ex-chef d'État. Nous obéissons aux ordres du président de la République, a-t-il admis devant le juge. Je sais bien que la Cour de cassation estime que l'immunité présidentielle ne s'applique pas à ses collaborateurs. Il n'empêche qu'il y a un problème de droit considérable. Nous sommes mis en cause pour des actes pris en application de ces instructions. Donc ça commence à balancer. Bah oui, c'est dégueulasse de dire que le mec, parce que lui il a le pins, toi tu fais le sous-fifre, le factotum, et c'est toi qui tombes. C'est comme un système mafieux, hein. Le parrain il est jamais attaqué, hein. C'est toujours le mec qui dit « tu viendras un jour me voir et je te rendrai un service ». Et voilà. Alors c'est un peu comme ça. Mais c'est l'usage. Alors qu'est-ce qu'on y apprend dans cette affaire des sondages ? Déjà, que les sondages, c'est de la merde, mais vous le savez déjà. Mais alors là, il était totalement malade des sondages, Nicolas. Nico, c'était l'ivresse sondagière. Il m'a fallu résister à la pression constante, obsessionnelle de Nicolas Sarkozy qui concluait pratiquement chacune de nos conversations quotidiennes en me demandant de commander et de publier de nouveaux sondages. Ça, c'est Patrick Buisson, hein, qui est maintenant fâché à mort, hein, avec Sarko. Alors, Patrick Buisson, c'est le chauve que vous voyez sur la photo. Lui, il avait une petite spécialité, hein, son coup spécial, c'était qu'il enregistrait tout, sans le dire. Donc il a plein de conversations, des heures et des heures de conversations enregistrées avec Nicolas Sarkozy, avec les autres. Et donc c'était un peu l'espion au cœur du pouvoir pour justement se protéger les fesses quand viendra le moment où il faudrait répondre à la justice. Alors tout ça est illégal, évidemment, donc ils sont très fâchés quand il a su que Patrick Buisson enregistrait tout. Mais enfin, Patrick, qu'est-ce que tu as enregistré ça, enfin, on va savoir tout ce que j'ai fait. Non, mais ça va pas. Le locataire de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, s'intéressait aussi bien au destin de la gauche, hein, susceptible de grignoter le score des socialistes. Batterie de sondage, souhaitez-vous que le NPA fasse alliance avec le PG et le PCF, ou encore, diriez-vous que le NPA est une menace pour le PS, et aussi à droite, tous les concurrents potentiels à la réélection de Sarkozy en 2012 feront l'objet de sondages. Les municipales, évidemment, 1 an après son élection, thème sans lien avec la fonction de président, mais c'est pas grave, il paye 10 millions d'euros. Les sondages, vraiment, les amis, faut arrêter si on veut rester en démocratie. C'est scandaleux, les sondages politiques. Regardez comme on a fait monter la sauce Zemmour grâce aux sondages. Souhaitez-vous qu'Éric Zemmour soit candidat ? Aimeriez-vous qu'Éric Zemmour se fasse encore la une de Paris Match en slip de bain ? Pensez-vous qu'Éric Zemmour peut gagner ? Est-ce qu'Éric Zemmour serait au second tour des fois ? Est-ce que Zemmour, ce serait bien pour un nom de brioche ou de pâtisserie ? Pensez-vous qu'Éric Zemmour pourrait aller à l'école ? Et alors, c'est en plus des techniques complètement pétées, puisque maintenant, les sondeurs ne demandent qu'à ceux qui sont sûrs d'aller voter. Quand on regarde d'ailleurs les sondages en détail, c'est bidon, c'est totalement bidon. Il s'agit de la fabrique du consentement, il s'agit en fait d'une ère de post-vérité où on crée l'idée que quelque chose peut arriver.
avec de l'argent, puisque tout ça, c'est de l'argent, c'est 10 millions d'euros qui sont passés comme ça, avec un président qui, au lieu de gouverner, passe son temps à chercher où est l'opinion et à influencer l'opinion. Avec Macron, c'est pareil, Matignon a passé je ne sais pas combien de millions de contrats de sondage à l'époque d'Édouard Philippe. Ces contrats sont toujours là, et vous les voyez, les sondages qui n'arrêtent pas. D'ailleurs, hier, dans le JDD, on apprenait au miracle que le président avait gagné encore 2 points dans les sondages. Alors, comme c'était pas super, ils l'ont pas mis en une, et on apprend qu'en fait, c'est 60% de mécontents de la politique de Macron. Mais à chaque coup, ils te disent, le président monte dans les sondages. Ah oui, il est à 30% comme d'hab. Oui, mais non, mais oui, enfin bon, mais oh, tu t'es pas joueur. Non, je suis pas joueur, j'en ai ras le cul en fait. Vous nous saoulez, les sondeurs. Et si vous nous écoutez, arrêtez ça tout de suite et rendez l'argent. Voilà, et donc c'est une plainte d'un écolo, hein, Raymond Avrilé, appuyé par l'association Anticorps, qui a mis les pieds dans le plat. Certains sondages relèvent de l'intérêt privé aux partisans de Nicolas Sarkozy et sont donc étrangers à sa fonction de président de la République. Imaginez les nombres de sondages de Matignon qui ne servent qu'à faire la fabrique de l'opinion, c'est à peu près la même chose, on pourrait en revenir ici. Il faudrait simplement légiférer et éviter, interdire, encadrer ces sondages politiques pour éviter qu'on rentre dans la politique du baril de lessive qui, moi, m'insupporte. Voilà, c'était mon coup de gueule sur les sondages. C'était un spécial coucou à Nicolas qui est dans la sauce, comme d'habitude. Mais comme il va pas en justice, il est tranquille. Et voilà, donc c'est peinard. Il faut les harceler. Non, ça sert à rien, vous savez. Il ne nous harcèle pas. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, je le disais tout à l'heure. N'hésitez pas, on peut même acheter des mugs avec le logo du monde moderne. C'est formidable, vous allez voir, on va en vendre partout. On va faire des affiches aussi. Maggie 2022, sondage 2022. Souhaitez-vous que le monde moderne fasse des affiches et vous vende des mugs? Oui, oui, nous sommes à 60% pour. D'ailleurs, c'est Anne Hidalgo. Elle est la seule pour être candidate du PS, mais elle a quand même que 70% des votes pour sa candidature. Et là, tu te dis, ça promet cette campagne, dis-moi. Donc voilà, vous pouvez vous abonner via Twitch ici. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie avec des abonnements offerts, des abonnements via Prime ou quoi que ce soit. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et faire la promotion par le bouche à oreille de cette revue de presse quotidienne qui, je n'en doute pas, vous fait extrêmement plaisir parce que ça change du reste et ça change vous savez, de la bienveillance, tout ça. Et bien sûr, ceux qui étaient là depuis le début savent que nous avons promis des élastiques à chibre. Ils arrivent. Vous allez voir qu'ils n'arrivent pas tout de suite parce qu'on a un problème de containers. En Chine, on ne produit pas assez de containers et du coup, le commerce international est en train de barboter. Ça ne va pas assez loin. Donc n'hésitez pas à faire la promo de cette revue de presse, à vous abonner, à nous suivre. Merci Ali Branchouille, merci Asta Bassaïd. Je prononce très mal vos pseudos, mais c'est extrêmement compliqué de lire des pseudos sur Twitch. En tout cas, c'est le jeu, je fais ce que je peux et on y arrive. Alors, toujours, est-ce que je reste dans l'IB? Oui, je vais rester dans l'IB. Qu'est-ce qu'on avait dans l'IB? Ah, cette histoire incroyable, l'amour à l'EHPAD. Une octogénaire s'est suicidée, elle refusait d'être séparée de l'homme dont elle était tombée amoureuse en EHPAD, et ça soulève l'épineuse question de l'intimité dans les structures pour personnes âgées. Et oui, le sexe et l'amour du troisième âge, ça existe, c'est un tabou, c'est compliqué. Alors, c'est quand même particulier cette histoire, vous allez voir, ça commence, on a les violons, ça finit, c'est un peu Misery, si vous connaissez le film et le bouquin de Stephen King. J'aime comme je n'ai jamais aimé. En nous séparant, je ne sais pas si vous réalisez votre acte. Dans la petite chambre d'une résidence pour seniors à La Rochelle, Anne, 83 ans, s'est donné la mort en juillet. Près de son corps, des dizaines de lettres manuscrites, noircies, d'une fine écriture. Voilà. Elle est passée à l'EHPAD et puis elle ne voulait pas vivre sans Paul, l'homme dont elle est tombée amoureuse à l'EHPAD. C'était comme deux ados. Ils se retrouvaient, ils se bécotaient, ils étaient amoureux comme tout. Alors d'habitude, les EHPAD trouvent des moyens pour mettre les couples dans des chambres communes, mais là, elle n'avait pas à rester en EHPAD, elle était indépendante, c'était une ancienne libraire qui finalement s'est retrouvée en EHPAD parce qu'elle a eu des fuites d'eau chez elle et qu'elle était sous tutelle, et donc elle était en passage provisoire en EHPAD. Mais depuis qu'elle avait rencontré Paul, et ben voilà, c'était plus du tout pareil, et malheureusement,
Il y a une autre problème. Les parents de Paul, ses enfants, veulent, rétablir la vérité. Alors ils disent qu'ils sont très déçus qu'Anne se soit tuée, mais elle a été inquiète pour son père qui était sous emprise. Anne était devenue omniprésente, dans sa vie jusqu'à le terroriser à la fin. Mon père était dépassé et ne voulait plus de contact avec elle. J'ai même dû l'exfiltrer pendant un temps. Donc l'amour à l'EHPAD, c'est un peu l'amour la haine, c'est un peu particulier. Il y avait des sautes d'humeur qui ont rendu tout ça très compliqué. En tout cas, c'est un drame qui fait que cet octogénaire s'est suicidé. Et c'est triste de voir comment on traite dans ces milieux carcéraux, que sont les EHPAD, nos vieux, les plus âgés. Et ça pose la question, bien sûr, tabou, de leur vie. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus de vie, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas eu une vie avant. Heu et dans les structures pour handicap, voilà, me dit, Titium, qui travaille dans ces structures-là, il y en a des dizaines, et c'est triste, et oui, c'est triste et il y a rien qui est fait pour, enfin ce monde manque d'amour, je le dis, quotidiennement dans cette revue de presse, mais vous le voyez, même l'amour devient la haine, les parents ont peur pour leur père, qui se dit: «Oh non, mais Anne lui a mis le grappin dessus, qu'est-ce qui va se passer?» Les gens sont parano, il y a un vrai manque d'amour profond. Tu le vois dans, voilà, ne serait-ce que le traitement de la misère, l'empathie qu'on peut avoir, c'est je sais pas, c'est la guerre de tous contre tous, c'est la compétition, dès le plus jeune âge, hein, tu te rends compte que tu apprends peu de valeurs, hein, qui sont celles de l'entraide, de la solidarité, de l'amour désintéressé, enfin bref, tout ça, ça manque profondément, quoi. Et c'est ça qui va mal, en fait. Et quand tu te rends compte que après, tu as des psychopathes au pouvoir dans tous les pays qui n'aiment que le fric, évidemment que ça va pas aller mieux, quoi. Quand tu vois les je suis allé voir hier pour rigoler, le World Economic Forum, les sites internet du World Economic Forum et leurs petites vidéos où ils t'expliquent, le monde d'après dans la tête de Papy Schwab. C'est flippant, c'est tellement un monde de merde. Tu dis: «Mais en fait, non. Pourquoi on ferait de la 5G pour savoir s'il me reste encore du dentifrice? Je m'en fous». C'est pas la peine. Là, ils en sont à mettre des QR codes sur les fringues pour pouvoir savoir si, tu as acheté ta fringue de première main, de deuxième main, pour pouvoir la recycler, faire tout un truc et puis pour pouvoir, te tracer avec ta fringue aussi parce que voilà, c'est quand même bien d'être tracé tout le temps et Facebook, cette horrible, plateforme Facebook qui fait une pub pleine page dans le JDD pour dire: «On est Big Brother, on est super fiers, grâce à nous, on a pu faire des données de l'épidémie en fonction de qui vous allez voir, de vos copains et tout». Et les mecs sont fiers en fait de leur malfaisance quoi, j'ai pas d'autres mots. C'est de la merde. Le monde de la donnée perpétuelle, de la métadonnée, de l'explosion de données, c'est de la merde. Voilà, ici, on essaye de le dénoncer petitement, mais bon, visiblement, il y a des mecs qui sont super contents de faire ça. Salut Tigrut. Alors, donc, voilà, un drame en EHPAD, pauvre Anne. D'ailleurs, les EHPAD, je ne sais pas si vous avez vu le duel des éditos de vendredi et la revue de presse de jeudi matin. On parlait de cette idée de Sophie Boissard, qui est la directrice de Corian, ce groupe d'EHPAD privé, un mastodonte hein, de la silver economy, qui propose de travailler avec les pouvoirs publics pour installer des bureaux de vote dans les EHPAD. Et oui, des bureaux de vote, pour voter Macron, hein, parce que bon, on va pas demander aux vieux de alors avec non, une formation, citoyenne, avec un recensement aussi des résidents qui sont inscrits ou non sur les listes électorales. Donc ce serait une entreprise privée qui organiserait des bureaux de vote au sein de ces locaux. Eh, c'est pas beau la Startup Nation? C'est pas génial? Et là, tu as Gérald Darmanin qui phosphore, hein, qui dit: «Mais comment on va faire? Comment on va faire pour faire le vote à distance? Pour essayer de bourrer les urnes comme on sait toujours bien faire?» Alors là, les EHPAD, c'est quand même un truc super parce que tu dis un EHPAD sans vote. Attends, mais sans EHPAD, ça fait quand même beaucoup de votes. Et là, tu multiplies la fraude à un niveau stratosphérique. Pardon, pas la fraude. Tu luttes contre l'abstention, excusez-moi. Ça n'a rien. Et voilà, donc bon, c'est le monde merveilleux de la Macronie, ça n'en finit pas de creuser vers le centre de la Terre. Les guerres culturelles qui sapent le débat public, ça c'est Libé. Vous avez quoi ensuite? Les chasses traditionnelles qui sont autorisées, ça c'est écolo. Euh,
Thomas VDB, qui est très bon, très drôle, qui s'est installé à la campagne. Lui aussi, décidément, les humoristes s'installent à la campagne et il, du coup, exorcise les angoisses climatiques. Il est complet, malheureusement, on ne peut plus aller le voir, mais il est très drôle. Moi, j'adore Thomas VDB. Je l'avais croisé à l'époque du Move. Il avait une émission sur le Move. Et il est plutôt marrant. Voilà. Et sinon, dans l'IB, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a le portrait, vous savez, enfin, il y a le portrait de l'IB. Eh bien, c'est Maria Isabel Santos Escobar. C'est la veuve du narcotrafiquant qui vit seul à Buenos Aires maintenant, à 60 ans, et qui sort un bouquin, La vie secrète de Pablo Escobar. Il faut bien récupérer des royalties parce qu'elle est ruinée. Elle a tout donné pour pas tout perdre. En réalité, à la mort de son mari, l'État lui a pris des choses, puis les narcos ont récupéré tout ce qui restait. Elle a bien sûr gardé un petit pécule quand même. Elle n'est pas à la rue non plus, elle connaît pas la misère, mais elle n'est pas millionnaire comme elle a pu l'être à une époque. Et elle explique que la vie avec Pablo Escobar, c'était pas comme dans les séries. D'ailleurs, elle ne regarde pas les séries. Elle préfère pas, puisque en réalité, dans les séries, on fait de Pablo un homme qui sort sans cesse de ses gonds. Mais les psychopathes ne sont pas comme ça. En surface, c'est de l'eau calme. Voilà. Et puis, de temps en temps, elle va sur sa tombe. Elle retourne à Medellín. On l'appelle la tante. On lui fait des coucous. Ses sœurs sont restées à Medellín. Mais elle a choisi l'exil. Et puis, elle sort ce bouquin et elle fait la tournée des popotes pour le vendre. C'est formidable. Voilà. Ça, c'était pour l'IB. Dans la presse aujourd'hui, hop, l'Italie facho, néo-facho, ça c'est dans l'Humanité. En fait, vous avez peut-être vu qu'il y avait un regain de fascisme en Grèce, en Italie, etc. Il y a eu l'assaut de la Confédération générale italienne du travail le 9 octobre, parce qu'ils sont pour le pass sanitaire, apparemment les syndicats en Italie, donc la manif anti-pass sanitaire a dégénéré, mais derrière, vous aviez des mouvements fascistes qui étaient à la manœuvre, apparemment. Et là, l'Italie veut dire stop. Ils étaient des dizaines de milliers à défiler à Rome pour dire plus jamais de fascisme. Eux, ils connaissent bien puisqu'ils ont eu Mussolini. Nous, on connaît moins. Hein. On a eu Pétain, c'était pas pareil. Alors Pétain, Zemmour, il dit Pétain, sympa, Pétain, super, Pétain, génial. Donc on a plein de négationnistes, de révisionnistes qui sont prêts à dire que travail, famille, patrie et les juifs dans des camps, finalement, hein, c'était pas si mal, comme le dit Zemmour. Qui va même jusqu'à dire que Pétain a sauvé des juifs. Bon, pourquoi pas. Donc nous, on a un rapport au fascisme très différent en France parce qu'on l'a pas pris de plein fouet. Nous, on est plutôt, c'est un sport national, hein, la délation, la collaboration, le côté un peu obséquieux, genre « oh oui, monsieur l'Oberstrumpfführer, oui, bien sûr. Oh, reprenez un saucisson, tenez. » Voilà, c'est très bien. Oui, bien sûr. Oui, j'ai pas de problème. Il nous reste du mou pour le chien. Oui, il est beau ce berger allemand, hein, il est très beau. Voilà, ça c'est plus la France plutôt que je mets une chemise noire et je marche dans la rue en faisant des trucs, tu vois. Il y avait un côté, non, on filait un peu de sauciflard à l'armée d'occupation. Bref, c'est chacun son histoire, tu vas me dire. Hein. Et puis Papon, bien sûr. Alors quand même, Maurice Papon, grand collaborationniste avec les nazis, qui s'est retrouvé préfet de Paris, formidable, hein, qui s'est retrouvé à tuer les Algériens dans la Seine. Donc il y avait la commémoration hier, où l'Allemand a déposé sa gerbe. Puis ensuite, ils ont empêché les gens d'aller sur le pont commémorer ce massacre des Algériens. Zemmour a dit « Oui, mais les Algériens, ils tuaient les Français à l'époque, et puis merde, c'est normal ». J'en peux plus, hein, vous l'aurez compris d'ailleurs, hein, ces discours de haine, voilà, c'est... Chut, chut, on va se calmer. Hein, on va redescendre. Le côté, la grandeur de la France, la haine des uns, la haine des autres, ça ne mène nulle part. Alors oui, il y a des haineux, ils sont nombreux, et leur répondre avec la haine, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Alors, ça flatte l'ego, hein, mais quand tu vas envoyer, je sais pas, une division de baptous fragiles zémouristes face à une phalange djihadiste d'une katiba de je sais pas où, ça va être un massacre. Donc non, pas de guerre civile, les gars. Vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt, personne n'en veut. Donc on va laisser l'armée faire ça, hein, faire son boulot. Elle peut faire son boulot face aux djihadistes. Mais demander comme ça, ou préparer, ou insuffler l'idée dans la tête des jeunes d'une possible guerre de civilisation et guerre civile, très, très mauvaise idée, je vous le dis. Quand tu regardes ce qui s'est passé quand même, enfin, je veux bien qu'on défende notre civilisation, etc. Mais une civilisation qui a été capable d'envoyer ses jeunes à une boucherie industrielle sans nom, qu'est la guerre de 14-18, elle a de leçons à donner à personne. La guerre de 14-18, c'est le moment où tu te dis, il n'y a pas une civilisation qu'en vaut une autre.
On a massacré toute une jeunesse. On les a envoyés se faire flinguer sous de l'acier fondu pendant des mois et des mois. Et derrière, après, on te ressort: «Oui, mais vous comprenez, nous, quand même, machin». Mais non, tais-toi, tais-toi. Va voir les monuments morts, va voir l'âge des gamins quand ils se sont fait massacrer pour rien. Pour rien. Parce qu'il suffit de mettre quelques cons autour d'une table et de dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se met d'accord?» Non, mais non. Non, non, c'est bien. Envoyez, si on envoyait, tiens, allez, 100 000 jeunes se faire buter aujourd'hui. Très bonne idée, maréchal. Voilà. Donc, non, au secours, au secours. Et c'est vrai que dans la haine de l'autre, bah, c'est rassurant finalement. Tu te dis: «Ah bah, j'ai raison», tu vois? Moi, j'ai raison. Après la droite décomplexée, on a l'extrême droite décomplexée. C'est-à-dire que même Le Pen n'aurait pas osé dire un dixième de ce que dit Zemmour aujourd'hui. Et lui, il y va et le mec, il a les plateaux, il t'explique que: «Non, je n'ai pas dit ça. Attendez, je n'ai pas dit ça. J'ai peut-être, oui, mais regardez l'histoire, regardez». Et après, il te sort un truc tout pété qui a rien à voir avec les faits historiques. Enfin bref, au secours. Il y a des confus dans le chat, il y a moyen qu'il y ait des confus, il y a des confus partout, mais bon, l'époque est confuse. Ici, on essaye voilà, de déconfusionner, je sais pas, de rassurer, de dire: «Non, vous pouvez vivre aussi, non pas dans la haine, mais dans l'amour, aussi avec une certaine dérision. Ne prenez pas au sérieux les gens qui se prennent au sérieux, ça vous évitera bien des soucis». Voilà, ce genre de choses, hein, c'est la base, pour être un peu tranquille. Merci Sabrina Bellet pour l'abonnement. Merci à tous les autres qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent chaque matin pour cette revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas à la partager, bien sûr, comme je vous le dis, sur vos réseaux sociaux, le lien du stream en direct. N'hésitez pas à vous abonner avec Prime ou autre chose. Oui, on commente la presse. Et oui, je dis beaucoup de bêtises aussi. Z plus intelligent, oui, bien sûr que Zemmour n'est pas bête, sinon il ne serait pas arrivé là. Et bien sûr qu'il a un parcours aussi qui est particulier. Mais derrière son discours, il est profondément haineux, il est profondément violent. Et je ne crois pas que la violence soit une réponse à quoi que ce soit. Certainement pas à la violence qu'on nous fait. Des djihadistes, il y en aura toujours. La bêtise, il y en aura toujours. Mais répondre à ça en disant que c'est une guerre, c'est rentrer dans une logique de guerre, ce que veulent précisément les djihadistes. Et je ne crois pas que ce soit une guerre qu'on peut gagner, sachant que c'est pas une guerre en réalité. C'est un combat de chaque instant, et c'est un combat de l'intelligence, mais c'est compliqué. Alors, World War Z, zinzin, 400 ce matin, mais c'est formidable. Merci beaucoup, on va arriver à... Bah merci Sabrina, première fois sur le chat, merci d'être là. Merci beaucoup. Oui, tu peux te laisser berner. D'ailleurs, écoutez son discours. Il était à Béziers, hein, il était chez Robert Ménard. Robert, je le connais, j'ai travaillé avec lui chez RSF. Robert Ménard qui veut être un peu le pape de la droite recomposée. Il veut faire parler Zemmour et Le Pen, il veut arriver à quelque chose. Et en fait, oui, j'avoue, je suis désolé, j'ai un live très pourri ce matin, mais vous êtes quand même 400 à être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et donc, il a dit, encore une fois, une énormité, où il dit: il faut museler, il faut que les journalistes, les juges et tout ça soient à leur place, qu'ils arrêtent de faire la loi, c'est au peuple de faire la loi. Mais les juges, pourquoi il dit ça? Bah parce que les juges, ils ont quand même fait quelques petits soucis à son ami Bolloré pour une affaire de corruption au Togo. Et les ports de Bolloré sont quasiment en vente là maintenant en Afrique. Enfin, ça a fait dérailler la machine Bolloré en Afrique. C'est énervant les juges. Eh oui, ça cherche à juger. Ah mais merde alors. Alors en revanche, vous allez avoir dans le discours de ces gens-là le fait que le petit délinquant, le pauvre, lui par contre, il doit être jugé de manière ultra rapide, immédiatement. Valérie Pécresse a même dit il devrait même faire sa peine de prison dans son quartier. Comme ça, on arrêterait d'engorger les prisons. Les mecs sont en train de partir dans les tours. J'ai envie de dire, mais on va pas tenir 6 mois comme ça. Hein. 6 mois avec tous les week-ends des conneries pareilles, il n'y a pas un Français qui va en sortir indemne. Hein. Donc calmons-nous, restons dans le cadre de l'état de droit. C'est compliqué, hein, je sais. Notamment la justice, elle est là pour ça. Et puis, l'état de droit, on va en parler, notamment dans l'IB, qui s'inquiète parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent « Mais l'Europe, c'est quoi cette connerie quand même ? Qu'est-ce qu'on fait en Europe ?» Et souverainisme, l'UE à fleur de drapeau. Comme en Pologne, où la supériorité du droit national sur le droit communautaire vient d'être entérinée, la tentation d'une Europe du chacun pour soi fait des émules en France au sein de plusieurs États membres. Et pourquoi ?
Bah parce qu'évidemment, à un moment, on se demande pourquoi le droit européen devrait être supérieur au droit national, uniquement pour préserver le marché commun. Mais quand on regarde sur les politiques nationales, aujourd'hui, la plupart des promesses des candidats sont intenables du fait du droit européen, du fait du cadre des traités. Donc, la Pologne a décidé de remettre en cause, tout simplement, avec son tribunal constitutionnel, en niant la supériorité du droit communautaire. Et rien ne dit que les traités, d'ailleurs, sont supérieurs au droit national. C'est la Cour de justice européenne qui pousse pour qu'on en arrive à là. Arnaud Montebourg écrit une tribune dans l'IB expliquant qu'effectivement, il attend de voir si c'est le cas. Mais c'est le cas, puisque dans les faits, la Cour de justice européenne, elle est là. Mais l'idée, je veux bien, c'est que la justice soit indépendante. L'indépendance de la justice, c'est extrêmement important. Mais en France, rien qu'en France, on nous parle des valeurs européennes, des valeurs, etc. Quand vous voyez le garde des Sceaux qui est pris dans une affaire de conflit d'intérêts, quand vous voyez la façon dont les procureurs ne sont pas du tout indépendants ils dépendent du pouvoir, quand vous voyez le parquet national financier créé d'une certaine façon par François Hollande pour en finir avec la Sarkozy, et ça marche, hein, vous voyez le nombre d'affaires qu'il y a eu sur Nicolas Sarkozy, évidemment que la justice, elle est indépendante jusqu'à un certain niveau, c'est compliqué. Et puis, il faut du courage à certains juges pour s'attaquer à Bernard Arnault, pour s'attaquer à Bolloré, pour s'attaquer à des fortunes qui peuvent détruire des carrières. Donc c'est compliqué, l'indépendance de la justice, il faut évidemment en parler. Le problème, c'est que la Pologne se dit, mais bon, je suis d'accord, mais il y en a marre, nous, on veut aussi faire des politiques pour les Polonais. Après tout, un peuple souverain, c'est aussi ça. Or, la souveraineté européenne, qu'on nous rabâche que Macron, du moins, appelle de ses voeux, c'est une extraterritorialité du droit, c'est une sorte de fédéralisme en construction lente, c'est le fait de dire qu'il y a des lois cadres, celles des traités, qui encadrent les États nationaux. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui, depuis le Brexit, des velléités un peu partout de dire non, ça suffit, notamment la règle budgétaire. Alors sur le budget, ils sont sympas, ils ont débloqué des milliards pour sauver les banques, donc ça, ils sont d'accord. Mais quand il est question de faire des politiques qui vont à l'encontre parfois des valeurs européennes, mais on y reviendra sur les valeurs européennes, alors là, ils sont pas contents. Et donc, voilà. Le problème, c'est que la Pologne, c'est bien gentil, donc ils font leur cours de justice et ils disent la partie s'annonce complexe, car c'est Jean Quatremer qui nous dit dans l'IB, les Européens veulent éviter que Varsovie apparaisse comme une victime de l'Union, pour ne pas lui verser le plan de relance. 23,9 milliards qui sont promis à la Pologne. Et 12 milliards de prêts. 5% du PIB polonais. Donc, avec l'application de l'état de droit, il ne faut pas couper non plus l'accès au budget européen. Donc il va falloir trouver une façon pour dire que ce n'est pas une punition, qu'on se mette à discuter, mais en même temps qu'il n'y ait pas de précédent, parce qu'ils savent que si les Polonais gagnent, alors tous les autres pays européens vont faire la même chose. Ils en rêvent, même s'ils ne peuvent pas le dire, ils en rêvent. Parce que, évidemment, à un moment, cette mainmise des traités sur le droit national devient difficilement acceptable par les populations et par d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans l'IB Eh bien, que... Attendez, oulala, voilà. En France, eh bien, quand même, on a même Michel Barnier, qui était commissaire européen, qui a fait le Brexit, qui commence à dire que la France a perdu sa souveraineté juridique. Alors là, c'est Camoulox, hein. Michel Barnier, c'est le candidat de droite européiste, et même lui le dit. Donc là, tout le monde patauge en disant « Ah, Michel, tu nous rends pas service en disant ça. Tous les souverainistes, ils vont gagner si tu dis ça. Tu comprends, Michel? Tu peux pas dire ça, Michel. Tu peux pas dire ça de l'Europe, Michel. » Eh ben, Michel dit quand même « L'Europe, merde. » Et donc, du coup, les européistes sont un peu dans la merde. La souveraineté juridique menacée d'un arrêt ou d'une condamnation de la Cour de justice ou de la Convention des droits de l'homme. Bah oui, mais quand on voit comment on traite les migrants chez nous, aux frontières de l'Europe, dans les camps, alors ça s'appelle des centres d'accueil. Gérald Darmanin, allez voir, alors la gueule des centres d'accueil, c'est des blocos avec des petits casiers comme ça, avec des miradors et puis des barbelés, mais ça s'appelle un centre d'accueil. Génial. Et nous, à Calais, si les journalistes, certains font un super boulot, qui sont à Calais, essayent de faire leur boulot, ils n'ont pas le droit, ils sont interdits par les forces de l'ordre, il y a un cordon de sécurité qui empêche les journalistes de faire leur travail, et on lacère les tentes, on laboure les champs, et là, hier par exemple, journée mondiale du refus de la misère, le préfet avait donné pour consigne de ne prendre dans les bus qui étaient gratuits, les transports en commun de Calais étaient gratuits pour la journée, eh bien aucun migrant ne devait être pris, donc c'était le délit de faciès évidemment. Et certains ont dû faire 3 heures de marche avec leurs enfants pour rentrer au camp alors qu'ils étaient à Calais pour faire la Manche ou quoi que ce soit. Je dis pas que la situation est idéale. Évidemment, on ne devrait pas avoir de gens qui font la Manche dans la rue
parce qu'ils sont migrants, on devrait pouvoir les accueillir décemment ou pas, mais là, en ce moment, c'est du grand n'importe quoi et ça va faire qu'empirer avec une violence qu'on cache. Et c'est ça le plus dangereux, c'est qu'on veut nous cacher cette violence. Donc, les valeurs européennes, l'état de droit, tout ça, ça va 5 minutes, hein, c'est du pipeau. Avec, pire que ça, pire encore que cette affaire-là, vous avez le prix Sakharov, qui est remis par le Parlement européen chaque année, qui récompense la liberté d'expression hein, et la liberté de parole. Je vous dis, attendez, je retrouve où est-ce que j'ai ça. Et alors cette année, ça a fini de me dégoûter du merdier. Quand même, ils sont très forts hein, au Parlement européen. Donc ils ont 3 finalistes. Alors ils ont les femmes afghanes. Bon, elles vont gagner, je pense. Parce que quand même, elles prennent cher. Alors les femmes afghanes, on ne fait rien pour elles. Hein. On les laisse en Afghanistan. On a rapatrié 2-3 personnes comme ça pour dire qu'on a fait un truc. Macron a joué au foot. Il a levé 50 000 euros pour un hôpital à Kaboul. C'est génial. C'est génial. Je vous invite à aller voir l'article là, dans le Monde moderne sur ce match de foot de la honte. Et puis donc, il y a Navalny aussi, opposant russe à Vladimir Poutine, mais qui a un passé quand même plutôt xénophobe et plutôt violent. Alors il a fait un clip quand même où il comparait des musulmans à des cafards qu'il fallait écraser, et un autre clip à l'époque où il était moins connu, où il tire dans la tête d'une femme voilée en disant c'est comme ça qu'on va régler le problème. Ça c'est Navalny, vous connaissez sans doute pas cette vidéo parce que on parle peu du passé xénophobe d'Alexandre Navalny, mais bon. Passons. Là, la troisième, quand même, qui est nommée, il s'agit tout simplement de l'ancienne présidente par intérim du Venezuela. Alors, je ne sais plus son nom, elle est affreuse. Elle est mise en examen et accusée de génocide, puisqu'elle a réprimé, lorsqu'elle était au pouvoir, des manifestations sociales par la violence. Elle a fait une vingtaine de morts, voire plus, plutôt des dizaines de morts. Et donc, cette charmante dame, eh bien, elle est en lice pour le prix Sakharov. C'est génial. Donc, c'était en Bolivie où elle était malfaisante et maltraitante. Et le prix Sakharov, créé en 88 par le Parlement européen, il est là pour honorer les personnes ou organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, en fait, non. Le prix Sakharov, si tu creuses, il est là pour récompenser les agents de la CIA et les factotums de l'oncle Sam partout dans le monde pour faire avancer l'agenda atlantiste. C'est quand même un monde de merde, je ne vous le fais pas dire. Alors c'est pour ça que la revue s'appelle Le Monde moderne, c'est plus mignon hein, que monde de merde. Mais quand même, à ce niveau de corruption, à ce niveau d'indécence, je crois qu'on peut dire, il y a basta l'Europe, quoi. Si Bruxelles c'est ça, faut arrêter les gars. Et là, tu dis, mais vous êtes député européen, mais vous n'allez pas accepter une merde pareille. La plupart disent rien. Hein. Ils disent ah mais si, mais bon, tu comprends, c'est comme ça, c'est les massifs. Il faut les traiter comme ça, les syndicats. Django 780, merci de l'abonnement avec Prime. Merci à tous les nouveaux abonnés, les tout nouveaux followers. Merci à vous d'être plus de 400 ce matin. Bientôt 500 par jour, ça va faire beaucoup. C'est une belle salle que nous avons chaque matin de stream. C'est le monde moderne, c'est la revue de presse tous les matins. On a envie de chialer, mais en même temps, on arrive à rigoler et à dénoncer encore, et il faut le faire de manière inlassable, ces affreux qui nous gouvernent, ces élites autoproclamées qui nous maltraitent, ceux-là qui se donnent des prix entre eux, ceux qui ont les pins d'immunité, qui t'expliquent après que, attention, hein, toute peine, elle doit être immédiatement un bracelet électronique. Quelle indignité! Quelle indignité! Et c'est sûr que à 5 000 euros par mois, on hésite à ouvrir sa gueule. C'est vrai, ça s'achète. Ça s'achète la décence. Tout s'achète. C'est formidable. Mais quand même, non, quand tu es politique, tu peux vraiment l'ouvrir. C'est d'ailleurs ce qui te permet de l'ouvrir. C'est d'ailleurs tellement difficile même de se présenter à une élection. Si t'es pas profession libérale, si t'es pas énarque, si t'as pas les moyens en fait de te présenter, que ça en devient un sport qui ne représente plus personne en fait. La démocratie représentative a vraiment atteint ses limites. Je dis pas que ça a toujours été le cas, mais on pourrait se dire qu'avec le progrès de la société, les ouvriers, les salariés auraient les mêmes chances en fait d'arriver à se présenter à une fonction élective. C'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà. Et le New York Times tire le portrait d'Éric Zemmour. Mon Dieu, le voilà maintenant une célébrité internationale. Eh ben, c'est génial. Moi, je dis, quoi de mieux? Quoi de mieux?
Un Zemmour, sinon rien, on va l'exporter, c'est très bien. Euh, il y avait un très beau portrait aussi de Meir Habib dans France Info, qui pour une fois a fait un bon boulot, qui explique quand même que c'est un représentant du Likoud, pote de Netanyahou. C'est un député là, En Marche, hein, mais en réalité non, c'est un agent de l'étranger. Alors lui, on l'emmerde pas trop. Et pourtant, Meir Habib, il est ultra violent, il a toujours représenté les intérêts étrangers. Il a oublié de déclarer toutes les entreprises qu'il avait en Israël, et il est député français des Français de l'étranger, certes, mais de la République En Marche, et ça ne pose problème à personne. Voilà. Donc pour ce qui est de l'Europe, je veux bien, mais à un moment, stop, quoi. Vos valeurs européennes, carrez-les-vous là où je pense, parce que donner un prix, ou même l'avoir simplement finaliste à cette affreuse dame qui a tué des gens en Bolivie, c'est juste inacceptable. Inacceptable. Moi, c'est ma ligne rouge. Là, c'est franchement, j'ai dit stop. J'arrête. Bruxelles, tu m'as saoulé, quoi. J'étais pourtant, tu vois, quelqu'un de plutôt. Ça allait, quoi. J'avais un degré d'acceptation assez élevé, mais là, non, tu fais non, non, merde, merde, stop. Et vous avez dans le Figaro une interview de Clément Beaune, vous savez, c'est le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui parle comme ça, avec une patate chaude, on dirait Valérie Lemercier, mais en mec. Oh, mais enfin, il fallait pas essuyer avec votre poncho, alors. Allez, formidable Clément Beaune. Alors, il parle vraiment comme ça, c'est particulier, je pense que c'est une technique, il y a un travail personnel à faire sur soi-même, à la fois lorsqu'on fait ses études, puis ensuite lorsqu'on est secrétaire d'État, pour pouvoir parler de cette manière-là toute la journée, de manière assez longue, assez construite, et pour raconter des trucs comme, par exemple, cette résistance face à la primauté du droit européen existe à des degrés divers dans tous les États membres. Un juge national considère toujours que la Constitution est la norme suprême puisqu'il en tire sa propre légitimité. De la même façon, un juge européen considère toujours que les traités sont la norme suprême. Donc il faut un dialogue des juges qui, c'est vrai, n'est pas toujours facile. Bon, ben voilà, ben il faut organiser le dialogue des juges et puis arrêter d'emmerder les États avec du droit européen qui n'a pas lieu d'être parfois. C'est Jean Quatremer qui a fait l'interview. Voilà, c'est formidable. Y a-t-il une voie de sortie après l'arrêt du tribunal constitutionnel polonais? Il faut poursuivre le dialogue, hein, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Mais parallèlement, il faut accentuer la pression. Voilà, c'est le dialogue macroniste. Hein. C'est aïe. Maintenant tu parles. Oui, mais je vois plus de cet œil-là. Oui, mais t'es prêt à parler. Oui, mais est-ce que je peux aller à l'hôpital avant? Oui, mais t'as ton passe? Oui, mais t'as ton masque? Oui, mais j'ai mal. J'ai mal. Voilà, ça c'est le dialogue macroniste. Dès lors qu'elle refuse d'appliquer le droit européen. Et nous pouvons faire pression sur le plan budgétaire. Ah bah oui, eh oui, eh ben oui. Les détournements de fonds étant un prérequis au versement des subventions européennes, tant sur le plan de relance que du budget européen. Et c'est vrai, l'Europe a eu quand même du bon quand elle a lutté contre la corruption dans les nouveaux arrivants, mais ça va pas non plus super loin. Mais maintenant, quand on a le Sakharov, quand on a tous ces renoncements, finalement, ça commence à faire un peu trop. Et puis, il y avait l'Union populaire à Reims ce week-end, Mélenchon, qui a dit à tous ses adhérents d'aller faire du porte-à-porte. Il faut aller chercher 1 million de non-inscrits, s'inscrire sur les listes électorales les jeunes pour qu'ils votent, faire voter aussi les abstentionnistes. Ça, c'est le pari de l'Union populaire de la France insoumise qui fait sa mue en campagne dans l'Union populaire. Et lever 2,5 millions d'ici la fin de l'année, c'est beaucoup. C'est la 3e et dernière campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il connaît bien cette campagne. Il a un programme, l'Avenir en commun, remis au goût du jour, avec des comités qui travaillent. Mais évidemment, Libé nous dit oui, et si c'était le coup de trop, et si machin. En même temps, Libé, ils sont capables de faire une sur Anne Hidalgo et de dire qu'elle y va, et c'est super. Même elle y croit pas, quoi. C'était mon édito de ce matin, mais quand j'ai vu sa déclaration de campagne avec Olivier Faure qui dit tout le monde veut qu'on perde, hein. Tout le monde veut qu'on perde. Et puis, la fiche de campagne sur fond blanc cassé, comme ça. C'était un peu comme ça. Moi, je peux faire la fiche d'Hidalgo, regarde. Le courage, la justice. Et du coup, t'as pas envie de voter, quoi. Donc, voilà. Il faut actualiser, oui, si je suis désolé, j'ai pas un super réseau ce matin. Le débit, il fait ça, c'est très particulier. C'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, c'est le grand 8. Je sais pas pourquoi, c'est c'est particulier. Mais bon, on arrive, hein. Et il a fait un discours de stand-up assez détendu en disant on va gagner assez militant, ou du moins
accéder au second tour. Et c'est sûr que si au second tour, tu as Mélenchon face à Macron, là, c'est un vrai vote. Là, il se passe quelque chose, tu vois. Et on va voir si la France est de droite. Alors, malheureusement, il y a encore beaucoup de macronistes, hein. Il y a des mecs qui disent, tu vois, quand j'ai dit, mais c'est dégueulasse la fête à l'Élysée, là, pour filer 50 000 balles à un hôpital afghan, alors que la fête doit coûter dans les 80 000 balles, plus la sécurité, plus le truc, enfin bref. Ça n'a aucun sens. Et on n'est jamais content. En même temps, il n'y a pas de quoi être content, hein. C'est pas super, hein. C'est quand même c'est vraiment pas super. Et puis, Libération. Le Figaro. Macron poursuit le chantier mémoriel pour la guerre d'Algérie avec les crimes inexcusables, hein, du 17 octobre 61, en disant qu'il y avait des éléments de barbarie dans la colonisation. Eh oui, ça c'est Hollande, hein, qui disait ça. Il faut y aller limite, mais il y a les limites, hein. C'est une démarche unilatérale, nous dit Guillaume Tabar. Il faudrait faire peut-être je sais pas moi, un Grenelle, hein, de la guerre d'Algérie, comme Macron aime les faire. Aujourd'hui, tiens, par exemple, il est à Poitiers au Futuroscope, hein, pour faire les états généraux de la justice. Alors tous les jours, il fait un truc, Macron. Un jour, il joue au foot. Un jour, il fait un truc pour les jeunes. Un jour, il fait un truc pour les soignants. Un jour, il file de la thune à Marseille. Un jour, il parle du Liban. Un jour, il fait les états généraux de la justice. Alors, il vous faut combien, ma bonne dame? Des millions d'euros. Tenez, je vous fais un chèque. C'est un chèque en blanc, hein, puisque moi, je me présente, c'est uniquement pour me faire élire. Allez, sinon, il va falloir bosser avec moi, hein. Puis arrêtez de dire des salades, hein, des salades. C'est monstrueux ce qui se passe. Ils reviennent bien sûr sur les causes du drame du 17 octobre. Quelle réconciliation franco-algérienne. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein, cette guerre d'Algérie, la façon dont la France a traité l'Algérie, puis les guerres de décolonisation, tout ça fait qu'on est maintenant dans une impasse quasiment, avec les enjeux du contrôle des flux de population, le nombre de visas délivrés par la France par nationalité. Alors le Maroc, 98 000, les Russes, 78 000, les Algériens, 73 000, les Chinois, 71 000 et les Tunisiens, 49 000. Donc voilà, c'est au milieu. Et puis, on voit bien qu'il y a de moins en moins de visas accordés par la France aux Algériens. Ils étaient 414 000. En 2017, ils sont 36,8 000 en 2021. Donc on est très loin du compte. Et il y a eu ce scandale, bien sûr, diplomatique avec la France. Alors il reste qu'on a besoin, l'Algérie, pour les hydrocarbures. Comme d'habitude, c'est toujours une histoire, hein, je t'aime moi non plus, tu fais des trucs. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, Éric Zemmour était à Béziers avec Robert Ménard, acclamé par la foule en délire, où il a dit que la justice devait rester à sa place, que ça servait plus à rien la justice, que c'était tout pourri. Éric, tu ne gagneras pas sans les autres, on ne gagnera pas sans Marine Le Pen, on a besoin de tout le monde, a dit Robert Ménard. Voilà, ils y croient, ils y vont, hein, attention. Mais ils cherchent quand même une candidature unique dans le camp nationaliste dès le premier tour. Eux aussi sont divisés, c'est génial, hein. Ça sert qui? Ça sert Macron, évidemment. Plus il y a de candidats, plus c'est le président sortant, qui a de chances de gagner, vu qu'il fait campagne avec notre argent sans être candidat. C'est formidable. Et puis, un proche de Maduro a été extradé vers les États-Unis, hein. Il s'agit d'Alex Saab, homme d'affaires, négociateur occulte qui aurait détourné des millions. Alors lui, il est extradé, mais vous avez des mecs comme Rumsfeld ou autres qui ont eu ce rôle d'émissaire un peu obscur en Arabie Saoudite ou ailleurs, qui n'ont jamais été extradés. Enfin, les États-Unis continuent à faire tranquillement leur petit jeu. Steve Bannon aussi a eu un rôle assez particulier. Mais bon, là, on dit ouh, c'est Maduro, c'est mal, ouh, il vole comme les autres. Alors, c'est encore plus mal parce que lui, il est censé être de gauche, donc tu vois, moralement, c'est indéfendable. Mais c'est sûr, quand t'es un faucon libéral, néolibéral, tu peux y aller, tu peux te servir dans la caisse. C'est même, d'ailleurs, politiquement correct. Euh, les émeutes de Saint-Jean d'Acre. Jean Castex, aujourd'hui, notre Jeannot, il est allé voir le pape François. Alors bien sûr, il y a le rapport Sauvé, parler de la pédophilie dans l'Église, mais aussi revenir sur les liens diplomatiques qui unissent notre pays et le Saint-Siège depuis 1921, date à laquelle les rapports diplomatiques ont été repris entre la France et le Vatican.
Et c'est sûr que la fille aînée de l'Église, comme était appelé le pays de la République française, pays des Lumières, garde un rapport chaleureux et mitigé avec le Saint-Siège. Enfin, je vais pas vous faire du castex, mais en gros, voilà, bon, ils vont bien manger, ils vont signer des trucs, et ça fait aussi un petit gage pour les catholiques qui votent en disant ah oui, quand même, parce qu'il faut savoir que le président de la République, il est chanoine du Latran. Et oui, c'est pas rien. Donc, on a beau être une république laïque, il y a un truc quand même où le Vatican dit non, reviens, reviens. Et voilà. Et c'était Aristide Briand, président du Conseil, qui a envoyé, à titre expérimental, un ambassadeur extraordinaire en 1921 au Vatican, Charles Jonard, qui sera chargé de cette mission. Et puis, le Vatican envoie un nonce apostolique à Paris, et les relations sont rétablies pour trouver une solution ouverte par la loi de 1905, par le refus de l'Église d'adopter un statut d'association cultuelle pour chaque lieu de culte. Et en 1923, une idée est avancée, les catholiques disposeraient d'une exception avec des associations diocésiennes au niveau des diocèses et non pas de chaque paroisse, où le pouvoir de l'évêque sera respecté. Rome donne son accord en 1924, et voilà, c'est reparti. Et ça fait qu'après, il y a des mecs, des évêques, encore en 2021, qui te disent non, 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 la loi du Seigneur est au-dessus de la loi de la République. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Bienvenue aux nouveaux followers, merci aux nouveaux abonnés également. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner avec Prime sur Twitch. Vous pouvez le faire ou aller partout. En tout cas, voilà, on lit la presse. C'est parfois triste, parfois cocasse, parfois rigolo. Libé parle des vitamines aussi, en disant que l'alimentation suffit à éviter la plupart des carences, sauf public ou âge de la vie particulier. Il n'est nul besoin de supplémenter les Français, mais gare aux erreurs dans le régime alimentaire. Voilà, voilà. Et puis on va nous servir un truc sur la vaccination de la grippe, ça je vous fait libérer. Le futuroscope, les états généraux de la justice, je n'ai rien à dire. Le sport, la NBA, ah ça c'est une histoire fou. Clément Bord, qui était un faux tchétchène, mais un vrai islamiste. Voilà. Non, c'est un petit Français qui s'est radicalisé, qui est parti en Belgique se radicaliser. Et après, il a pris des passeports tchétchènes, il a voulu se faire naturaliser en Belgique, alors que le mec est français, hein. Et il est revenu en France sous l'identité tchétchène, où il a essayé d'avoir des minima sociaux et de se faire naturaliser aussi, en fait, d'avoir un visa. Enfin, l'histoire est dingue. Et tu dis, mais le mec est français. Et là, tu comprends la fraude aux aides sociales, parce qu'évidemment, quand tu arrives à ça, alors Ismaël Djabarilov, Ismaël Abdoulaev, Arthur Kamalov, Arsène Galimov, voilà, il avait plein de fausses identités, alors qu'il s'appelait Clément Bord, hein, qu'il était français, et il a fait une demande d'asile de caucasien, donc une demande d'asile caucasien, en France en 2013. Il a été arrêté puisqu'il voulait faire un attentat avec un de ses copains à Marseille. Mais c'est vous dire comme ça va loin, enfin, c'est du délire. Et puis, dans le Figaro, le truc génial quand même, vous avez Nicolas Bouzou, alors qui a un think tank ou un truc qui s'appelle Ah non, il a un cabinet de conseil, Asteres. Mais avant, je crois qu'il avait un think tank sur ce qu'est le libéralisme. Et là, il hurle, il faut un candidat libéral à la présidentielle. Pardon? Il n'y en a pas? Ah non, parce qu'il t'explique qu'ils sont pas assez libéraux. Même Zemmour. Ah, tu fais, ah bah ouais. Non, il faut une vision de la société, hein, avec des mesures concrètes, comme une loi de libération de l'actionnariat salarié, la construction d'un Nasdaq européen, la simplification du code de l'urbanisme, la dépénalisation contrôlée de la consommation de cannabis pour les adultes. Clair qu'un projet libéral est universaliste, il combat sans concession le wokisme. Le mot est lâché. Tous les jours dans le Figaro, vous avez un truc sur le wokisme pour faire peur aux papis, aux mamies qui lisent le Figaro. Qui disent t'imagines quand même, Gérard, si jamais j'avais un utérus. Mais t'en as. Ah oui, c'est vrai. Non, mais t'imagines quand même. Oui, oui, mais. Et ça fait des trucs dans le cerveau, le wokisme. Enfin, en gros, tout le monde s'en fout en vrai, hein. C'est un courant. Alors, pas aux États-Unis, hein, ça devient quand même assez terrible. En France, on va dire stop, tu vois. C'est, ça existe parce que le Figaro en parle, en fait, je crois. Beaucoup, hein. Mais après, il y a des luttes qui sont voilà, sincères, nécessaires aussi pour la reconnaissance de certaines personnes. Maintenant, en faire un étendard comme le font tous les anti-woke du printemps républicain, etc. Enfin, merde, quoi. Enfin, c'est
Passons à autre chose, hein. Une fois encore, manque d'amour. Manque d'amour, amour des autres, amour de soi, amour de, tu vois, volonté de dire: «Non, non, gna, gna». Mmh, c'est pas bon tout ça. C'est des passions tristes, comme dirait Macron, vous voyez? Je peux aussi utiliser un vocabulaire, macroniste. Des fois que des amis macronistes se soient perdus sur ce chat. Ça arrive, hein. Parfois, ils viennent le matin, ils disent: «Ah! Putain, poulain!» Alors généralement, ils partent comme ça. «Ah! Mais il y en a qui restent et qui disent: «C'est n'importe quoi! Qu'est-ce que vous racontez? Comment vous allez dire que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté? Comment vous allez critiquer le but du président Macron qui est incritiquable du point de vue technique, du geste technique?» Bon, oh, vous savez, moi je... Voilà, donc Nicolas Bouzou qui appelle à un vrai ami candidat: «N'ayez pas peur d'être libéraux. Le libéralisme à la française peut être populaire dans les deux acceptations du terme.» Alors, qu'est-ce que le libéralisme à la française? Vous avez 1 heure. Qu'est-ce qu'un libéralisme populaire? Vous avez 2 heures. Eh oui, parce que le libéralisme ne se réduit pas à l'économie. C'est une doctrine philosophique et morale qui place la liberté individuelle, les relations de confiance, la conciliation pacifique d'intérêts, de façons de penser contradictoires au-dessus d'autres considérations. Alors, même ça, tu vois, Bouzou n'a pas été très véhément contre le pass sanitaire, hein. Et puis après, il a dit: «Oui, il y en a marre qu'il y ait des gens sur les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi, il faudrait quand même les censurer.» C'est pas très libéral, ça. C'est pas très raccord. Mais il appelle les candidats à être libéraux. Et puis, on ne finirait pas une revue de presse, elle ne serait pas complète sans le canard à nanar, les Échos. Et alors dans les Échos, regardez, ils nous servent, alors ça c'est la soupe habituelle, paf! C'est en bref, alors donc il y avait la grande convention de l'Union populaire, et là ils nous sortent, dès qu'ils ont une photo de Mélenchon, il est comme ça. Il faut faire peur, tu vois. Évidemment, quand tu fais un discours, que tu essayes de dire, tu fais des trucs. Mais alors, ils prennent toujours l'icono du Mélenchon, tu vois, le couteau entre les dents, le truc. Et ils disent, bon, voilà, c'est en bref, il faut aller le lire sur leséchos.fr. Évidemment, Bernard Arnault va pas trop parler de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui voudrait quand même que les riches payent plus que ce qu'ils payent actuellement. C'est vraiment le candidat qui leur va pas. Et le dangereux wokisme, bien sûr, c'est ouvrir les yeux sur les inégalités, quelles qu'elles soient, et elles sont nombreuses, et ça n'empêche pas la lutte des classes, parce qu'il faut rappeler, marteler, continuer incessamment de dire que oui, la lutte des classes est d'actualité, que c'est terrible, et qu'après la retraite à 67 ans, l'horizon du progressisme, c'est le travail des enfants dès 14 ans. Je crois que c'est à peu près ça. Et donc il faut... Et à tout ça avec des métadonnées, un technocontrôle permanent, enfin bref, la société rêvée, 5 heures d'écran par jour, c'est pas grave, nous dit Papy Schwab pour les enfants, alors que bon, d'autres études vont te dire non, quand même, c'est beaucoup. Mais non, c'est pas grave, ils vont être complètement bêtes. Vous allez voir, c'est super. Plus ils seront bêtes, plus ils seront heureux. C'est le monde rêvé des Davos. Et donc voilà, ça c'est symptomatique. L'icono mélenchoniste dans les médias. Alors quand vous allez avoir une photo d'Hidalgo, elle va être comme ça. Hein. Puis une photo de Mélenchon, il va être... Et c'est tout le temps pareil. Et tu te dis, c'est génial, quoi. Donc, bon, voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Et autre petit clin d'œil dans la presse des milliardaires, Goldman Sachs bat déjà tous les records. Ah, je suis rassuré, putain. Non, parce que je m'étais dit, avec la crise du Covid, ils vont en chier et tout. Non, non, non. Ah bah non, sur les 9 premiers mois de l'année, la banque d'affaires a gagné plus d'argent que lors de tous ces exercices passés. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 46,7 milliards de dollars pour un résultat net de 17,7 milliards. En 2019, sur une année complète, ces chiffres étaient respectivement de 36,5 et 8,5 milliards. À l'instar de ses rivales américaines, Goldman Sachs profite d'une activité intense en banque d'investissement avec un boom des fusions-acquisitions et des opérations de financement. La vie des riches est formidable. Vous avez Bill Gates qui rachète des hôtels de luxe. Vous avez le groupe Accor aussi qui se diversifie. Enfin, ça reprend. Je vous en parlais mercredi. Les jets qui se vendent, les jets privés d'affaires qui se vendent comme ça n'a jamais été le cas. Le Covid a fait plus de thunes pour les friqués que jamais. C'était une aubaine, cette crise du Covid. Le monde d'après, si vous êtes milliardaire, il est comme as. C'est facile. Et puis la conversion numérique des PME, bien sûr. Alors après, il y a un petit problème quand même, c'est que les pauvres, ils ont trop d'épargne. Alors, on veut bien que ça reprenne la croissance, mais il faudrait que vous mettiez la main à la poche, les pauvres. Alors, évidemment, on fait de l'épargne parce qu'on a peur de l'avenir. On se dit quand même, ils sont capables de nous pomper un virus en laboratoire. On ne sait pas encore, mais quand même, ça pue. Ensuite, ils nous enferment, ils foutent l'économie à genoux, ils nous disent que ça ne va pas, que derrière, on va se sauver avec je ne sais pas quoi.
Et maintenant, ils nous disent que... Alors Bruno le rebond, hein, c'est lui qui est préposé au rebond. Donc tu lances une balle et il va te dire si elle rebondit de 5 cm, 10 cm ou machin. Et donc, où est-ce que c'est? C'est dans les Échos. Ah bah zut alors, c'était avant, excusez-moi. Ah non, je suis dans le Figaro, je risque pas de trouver. Ça se ressemble, hein. Tu vois, j'étais paumé entre les deux. Euh, Et donc, trop d'épargne nuit à la croissance, et donc il faut mettre la main à la poche. Si les pauvres mettent la main à la poche, alors ça va vraiment y aller. Donc ils vont trouver tous les moyens de vous faire cracher la thune, parce que sinon l'économie ne va pas repartir. Et puis, cette information incroyable, 96% des containers de marchandises du monde sont produits par la Chine. Et aujourd'hui, il y a un bug du commerce international, parce qu'il n'y a pas assez de containers. Alors la Chine met les deux bouchées doubles, hein, ils sont en train de dire il y a une pénurie de containers, c'est un des principaux goulots d'étranglement du transport mondial, et donc ils sont en train de produire fin d'année compliquée pour ce patron d'usine, etc. Demande croissante. Du coup, les prix des containers ont explosé, ce qui fait de l'inflation chez nous. Et puis alors là, la pollution, t'oublies, hein, puisqu'on va multiplier les porte-containers. Les ports vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était pas tout à fait le cas. Là, ils vont multiplier le truc. L'idée, c'est de dire, écoutez les chiffres, ils font absolument peur. Voilà, CIMC, un important fabricant de containers, a eu un bénéfice net, bénéfice de 4,39 milliards de yuan, c'est 600 millions d'euros, dans son activité de fabrication au premier semestre, un résultat en hausse de 1739% sur un an. L'entreprise a produit plus de 1,1 million de conteneurs secs, soit 220% de plus sur un an. Affecté par la forte demande continue et la hausse des prix des matières premières, le prix des containers neufs a augmenté de manière significative. Voilà, la production annuelle d'unités équivalentes de 20 pieds va augmenter de 67%, avec une offre excédentaire, hein, c'est le risque bien sûr, une fois la pandémie terminée, mais plus qu'un déficit global de containers, c'est la mauvaise répartition des boîtes vides qui congestionnent les ports américains qui font défaut sur les terminaux chinois. Voilà, donc c'est un bordel le commerce international parce qu'on manque de containers, les Chinois s'y mettent, ils en font, mais le climat, tout ça, il faut faire pipi sous la douche, hein. Mais alors, il va falloir faire des millions de containers, hein. Ça, sinon ça va pas marcher. Donc on est vraiment dans un monde complètement pété, hein, je vous le dis. Et pour eux, c'est normal, c'est... Hop, 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 hop. Et sinon, dans le canard à nanar, on est fiers de notre sous-marin nucléaire, le Suffren, hein. C'est le nouveau, hein, c'est la série, premier de série, le Suffren, série des Barracuda, hein, rentre d'une mission de 3 mois. Super. C'est un sous-marin nucléaire d'attaque, un SNA, un Barracuda. Ils sont 63 marins dans cette caisse qui fait 99 mètres de long, qui peut accueillir un micro-sous-marin, qui peut envoyer des plongeurs d'élite sur les côtes. Ils ont fait 3000 heures de plongée, 120 jours de mer. Ils sont allés dans les mers chaudes de l'Équateur, puis ils sont revenus à bon port. Du coup, ils sont contents. Ils ont dit tant pis les Australiens, vous n'avez pas voulu acheter nos trucs alors qu'ils marchent très bien. C'est tant pis pour vous. Là, tout est. Alors, ils sont super contents parce que. Ils sont passés des sous-marins des années 80 où c'était encore de l'huile, du boulon, des machins. Là, c'est Minority Report, hein. Tu pip, pip, t'es sur bouton, t'as un écran tactile, tu as de la place avec des douches séparées des cabines, tu peux mettre plus d'armes, plus de vivres, hein. Tu peux rester 75 jours en mer contre 50 jours avec la classe Ruby. Et puis, bah voilà, le confort et surtout quand même, où est-ce qu'ils nous disent, voilà, euh, les données recueillies par les mâts optroniques et photoniques sont transmises aux différentes consoles pour finir sur une table tactile capable de faire la synthèse des informations transmises par les capteurs. Voilà, donc là c'est une belle page de pub pour dire tiens les Australiens, tiens, on a des beaux sous-marins qui marchent très bien avec des écrans tactiles, hein, et une salle de jeu, oui, et un mini-bar, oui, absolument, et une cave à vin. Ben, c'est des sous-marins français, monsieur. On va pas non plus... voilà. Et bien sûr qu'ils peuvent faire du foot, j'imagine. Le Suffren, voilà. Alors ça coûte cher, hein. Ça, moi, je préfère un jet privé quand même qu'un sous-marin lanceur d'engin. Si j'étais méchant de James Bond, bon, c'est sûr, le sous-marin, ça reste quand même un bon truc, quoi. Mais le jet privé actuellement, il y a des affaires à faire, hein. C'est voilà.
D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde Moderne, à soutenir cette revue de presse quotidienne, à nous suivre sur les réseaux Twitch et les autres, YouTube, Twitter, à partager cette revue de presse sur vos réseaux respectifs, à en parler à vos amis, votre famille et tous les gens que vous pouvez croiser en disant ah tu connais pas ce truc, c'est marrant, c'est tous les matins il y a un truc, c'est quand même on apprend des choses. Vous gagnez déjà un temps phénoménal puisque je vous parle de choses quand même qui vont ensuite faire l'actualité parfois. Et puis, contrôle alt sup pour ceux qui n'ont pas, parce que j'ai pas une super connexion ce matin, donc n'hésitez pas à rafraîchir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à parler de cette revue de presse, comme je vous le dis, parce que plus on sera de fous, plus on va rire. La campagne promet d'être vraiment drôle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aujourd'hui? Je crois que c'est à peu près tout. Orange qui part à l'assaut de l'Afrique, Facebook qui risque d'être régulé, j'espère, hein, parce que franchement, j'en ai marre. Salto qui se fait une petite place, bon, pourquoi pas. Non, sinon c'est calme. Hein. Hydrogène, bon. Les ailes révolutionnaires. Les bourses mondiales repartent de l'avant, hein. Voilà, c'est aussi super. Rassurés, parce que les bourses sont tout le temps inquiètes. Alors, rassurés par les premières publications de résultats solides pour le troisième trimestre, les investisseurs sont repassés à l'achat. D'où Goldman Sachs qui fait un chiffre, hein, puisque eux travaillent pour les richoux qui ne savent plus quoi faire de leur thune. Et l'indice CAC 40 a progressé de près de 3% depuis le début du mois, tiré par le rebond des poids lourds du luxe. C'est Bernard, il écoute, hein, c'est son petit journal et il dit, bah voilà, moi je cartonne. Et oui, compte tenu de son poids élevé au sein du CAC 40, 11%, le rebond de 8% de LVMH au cours du mois d'octobre a continué pour près d'un tiers à la hausse de l'indice parisien sur la période. Tiens, répète ça, tiens. Alors lui, il faut savoir, Bernard Arnault, c'est quand même le soutien hardcore de Macron. Hein, et il garde son soutien. C'est un peu le président de la France en vrai, quoi. T'as l'autre qui fait semblant, qui se tape les trucs, genre... oh là là, le grand truc de grand débat, le truc de la justice. Puis derrière, t'as Bernard Arnault qui fait c'est bien, continue. Tu me refais un cadeau là, c'est pour Noël, parce que non, tu me fais une petite rallonge là, parce que l'ISF c'était bien, mais fais-moi un cadeau sur les actions là, le truc. Oui, patron, merci patron. C'est vraiment ça, quoi. C'est génial. Mais il y a quand même le risque des approvisionnements, je vous en parlais, donc ça risque de coincer un peu. Et puis voilà, les banques françaises, ça va. Les devises asiatiques fragilisées par la Chine et la faillite d'Evergrande, ça c'est la page économie hein, du monde moderne. Et puis on souhaite un bon anniversaire à Jean-Claude Van Damme, hein, puisqu'ils sont nés un 18 octobre, pardon, ils sont nés un 18 octobre, c'est dans les Échos. Jean-Claude Van Damme, Catherine Ringer, chanteuse d'Erita Mitsuko, Giroud, 83 ans Giroud, vous savez, c'était entraîneur d'Auxerre, pardon. Denis Oliven, co-gérant de Libération, hein, qui écrit sur la croissance, pour la croissance. Axel Lemaire, ancienne secrétaire d'État, qui est maintenant partenaire chez Roland Berger. Martina Navratilova. Ah ouais. Jérôme Langlais, président de Lagardère Live Entertainment. Bon, pourquoi pas, bon anniversaire. Bref, on s'en fout. C'est peut-être vous aussi, c'est votre anniversaire. On pourrait faire comme au Club Dorothée, mettre vos noms qui défilent à tous les abonnés du monde moderne. Le train de la hype approche puisque vous êtes abonnés grâce Blabla, Cassiopée. Continuez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous, pour ce live, pour le fait que le stream va monter dans Twitch, mais aussi sur toutes les autres plateformes. We will survive, of course. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire la promotion de cette fantastique revue de presse quotidienne, même si de revue de presse, elle n'a parfois que le nom, tant nous digressons. Mais après tout, c'est ça la vie, c'est partir sur des chemins de traverse, de côté, à travers champs, à bicyclette, que sais-je encore. On s'en fout. De quoi vous me dites qu'on s'en fout? J'ai pas le temps de tout lire, malheureusement. Je sais que vous dites beaucoup de choses dans ce chat. C'est Kika qui modère. Merci à elle. Parfois, vous partez aussi dans les tours. Il ne faut pas. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent, et je suis désolé parce que le pass sanitaire n'est pas de mon fait, mais je ne peux pas refuser des dates comme celle-ci. Le 22 octobre et 23 octobre, nous jouons au Théâtre Studio à Alfortville, L'homme qui tua Muammar Kadhafi. C'est une pièce d'1h15 avec un ancien de la DGSE qui répond à vos questions sur ce qui s'est passé en Libye, sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et oui, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un ancien président de la République mis en examen pour association de malfaiteurs. Et
évidemment ce qui s'ensuit avec le chaos aux portes de l'Europe. Tout ça, on en parle si vous voulez venir au Théâtre Studio le 22 et le 23 à Alfortville. Je vais aller au coiffeur, chez le coiffeur cette semaine, ne vous inquiétez pas, j'en peux plus de cette touffe. Des convictions, il en faut. Il y en a qui en ont d'ailleurs. Et puis désolé, je ne peux pas faire comme IAM, payer des PCR, malheureusement, sinon je le ferais, mais j'ai pas les royalties de IAM pour le faire. Par contre, je sais que beaucoup d'entre vous se démerdent pour avoir des passes à droite, à gauche, enfin ça va. Malheureusement, le théâtre va, lui, être obligé de checker, sinon c'est le petit problème. Voilà, on a raté le petit train de l'hype, on aurait pu s'abonner, faire des trucs, mais j'étais pas dans la vente ce matin, j'étais pas trop façon Wall Street. Vous vous rappelez quand on avait ça c'est capitaliste. Hein, Bernard Tapie, c'était une Ferrari sans les freins, ça c'est capitaliste. Plus de candidats libéraux, allez, pourquoi pas, il n'y a que ça, mais bon, un de plus, un de plus, un de moins, très bien. Euh, prêt à lâcher 75 000 euros pour aller au spectacle, bah ouais, et 5 ans de prison, hein, ouh là là, faut pas déconner, c'est quand même très grave, attention. Les bretelles, c'est capitaliste, enfin bref, voilà, on se débrouille, hein, mais comme je vous ai dit, de l'amour, c'est important, le bar au sel, le bar à la croûte de sel, qui passe très mal, ça c'est quand Zemmour comprend, hein. Quand Zemmour comprend que... Comment il s'appelait? Alain Minc travaille pour l'Union européenne. Il y a Dave Dufresne. Eh ben allez, on va lancer un raid chez David Dufresne. Ça me paraît bien. C'est un ami, David. Ils sont 179. On va lui attirer beaucoup de monde. Hop, c'est parti. Dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez, prenez soin de vous, je vous fais des bises. Et on raid David Dufresne. Ciao, ciao. Rendez-vous demain à 9h.